Arc-en-ciel. Avec Abdilatif. L'info libre et crédible. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel et la thématique de ce jour avec notre invité Excellence Michel Rambo, la Turquie et les Émirats Arabes Unis, lièvre aux champions au Maghreb. Le proverbe célèbre dit parfois le lièvre n'est jamais rattrapé. Il faut bien préciser à notre auditoire que Monsieur Michel Rambo est un ancien ambassadeur et notamment en Mauritanie, ambassadeur de France dans divers pays, professeur et conférencier. Son intérêt porte particulièrement sur la problématique du monde arabo-musulman et de l'Afrique. Comme vous le savez, Monsieur Michel Rambo, qu'une influence, une présence très accrue, notamment ces dernières années et ces derniers mois, de la Turquie et des Émirats Arabes Unis qui devient très actifs, soit dans des conflits, soit dans des projets d'investissement, notamment en Afrique. Que cela, selon vous, représente dans un premier temps cette course inédite entre les deux pays qui sont pas tout à fait des bons amis. Non, vous avez raison. Ce sont deux États qui sont très actifs, mais qui ne sont pas vraiment sur la même ligne, sur la même longueur d'onde, comme on dit. Hein. Ceci, si on remarque, pour prendre la période qui va depuis 2011, puisque c'est là que l'épisode qui est en cours a commencé, c'est en 2010-2011, donc avec ce qu'on a appelé les printemps arabes, qui était quand même, c'était presque de l'humour de les appeler comme ça. On a vu donc ces deux pays de jouer un rôle extrêmement actif, mais quand même pas dans le même camp. Je dois dire que dans la mesure où il s'agissait en liaison avec les Occidentaux, j'allais dire, il y a eu cette alliance un peu étrange entre les Occidentaux et puis les mouvements de l'islam politique radical, mais le Qatar et Turquie et les Émirats ne jouaient pas dans le même camp. Il y avait, si on veut, deux camps différents, bien qu'ils aient collaboré ensemble pendant un moment. C'était d'une part la mouvance dite des frères musulmans, qui était finalement incarnée et patronnée et pilotée par le Qatar surtout au début, et puis la Turquie. Le parti de M. Erdogan étant un parti, la branche turque des frères musulmans. Et puis de l'autre côté, il y avait, si on veut, il y avait les Wahhabites, enfin le camp saoudien, avec donc notamment les Émirats, mais qui avaient un profil très très effacé. Au fond, les deux champions au départ, c'était le Qatar et qui étaient les plus visibles, c'était le Qatar et l'Arabie Saoudite. Désormais, pour les deux camps qui existent toujours, appelons ça des camps si on veut, c'est une approximation. Désormais, le Qatar est un peu effacé et l'Arabie Saoudite c'est un peu effacé pour des raisons d'ailleurs que très diverses qui ne tiennent pas finalement, qui sont des préoccupations particulières pour chacun des deux pays. Je note que ce sont le Qatar et l'Arabie Saoudite, ce sont les deux pays qui sont des monarchies wahhabites. Hein. Mais c'est pas pour ça que je sois effacé globalement, mais ils ont passé la main, disons, c'est la Turquie maintenant pour les frères musulmans. Sur quelle base, Excellence, ils ont passé la main? Sur quelle base? C'est les casseroles qui... Non, c'est pas le Qatar a passé la main en quelque sorte à la Turquie. Oui. Donc, disons, c'est la Turquie qui est visible, qui a pris la conduite, donc notamment des opérations, mais de façon plus vigoureuse et plus affirmée, mais sur des bases qui reflètent ses préoccupations propres, à savoir la nostalgie de M. Erdogan de reconstituer un empire ottoman, de faire un empire néo-ottoman, quoi. Et le Qatar est d'accord. Le Qatar n'est pas, je crois pas qu'il soit d'accord, parce que en fait réapparaît vraiment le fait que le monde arabe est dans un état quand même assez pitoyable pour l'instant.
et que depuis 2011, l'entreprise de casser plein d'États, disons, n'a pas forcément réussi partout, puisque ça a bloqué en Syrie. La Syrie n'a pas été vaincue. De même, quelques autres États ont résisté, mais tous ces États, en fait, ils ont en commun d'avoir été comme largement dévastés, détruits, ébranlés, secoués. Et en fait, c'est quand même une catastrophe pour le monde arabe. Et on note que dans tout le monde arabe, du Machrek au Maghreb, d'ailleurs, finalement, il est symbolique de voir que les puissances que l'on tend à écouter, que ce sont des puissances qui ne sont pas les puissances arabes, il y a la Turquie par exemple et l'Iran. C'est quand même un signe des temps. Donc voilà, monsieur, je pense que c'est bon. L'Iran, on ne le voit pas beaucoup, disons, je pense dans l'Afrique, dans les pays d'Afrique du Nord notamment, ou sur le continent africain. On le voit surtout en Orient. Il est très occupé déjà en Orient. Mais la Turquie, par contre, puisque l'Empire ottoman comportait de vastes régions dans sa mouvance, qui était en Afrique du Nord, disons entre l'Égypte, le Soudan, la Libye, la Tunisie, l'Algérie. Il n'y avait que le Maroc qui a toujours échappé, qui n'a jamais été de la mouvance de l'Empire ottoman, ni la Mauritanie. Mais donc la Turquie s'agite beaucoup, on le voit notamment en Libye. Elle a dû lâcher prise, la Turquie a dû lâcher, est très investie en Syrie. Elle avait vraiment des ambitions de reconstituer l'Empire ottoman à partir de la Syrie, la velayette de Syrie. Mais bon, manifestement, ça ne marchera pas. Mais les Turcs s'agitent beaucoup. Mais disons, signe des temps, ils rapatrient eux qui avaient amené des terroristes souvent venant de Libye vers la Syrie. Eh bien, ils font le mouvement inverse puisqu'ils envoient des troupes, des soldats, des mercenaires qu'ils appellent des armées nationales, mais en fait qui sont des mercenaires qui sont proches de groupes terroristes. Ils les renvoient vers la Libye. C'est le signe des temps que leurs ambitions ont échoué en Syrie, mais qu'ils remisent maintenant sur le pays d'Afrique du Nord, et notamment, pour l'instant, le paquet, c'est sur la Libye. Mais ça ne veut pas dire que c'est le seul pays qui entre dans leur collimateur. Il y en a d'autres. Il y a donc la Tunisie, ils ont un rôle, ils sont très très prudents, ils sont pas très bien accueillis, je pense, par les Tunisiens, c'est le moins qu'on puisse dire. Ensuite, la Turquie, pour l'Algérie, c'est vrai qu'ils ont quand même une certaine place en Algérie. Il y a eu une visite d'Erdogan à Alger, notamment encore dernièrement, le 26, une tournée qu'il a faite sur le continent africain, il est allé à Alger la fin janvier. Il a rencontré donc le nouveau président algérien, le nouveau Abdelmajid Tebboune, mais sa dernière visite remontait à 2018. Mais donc il a rappelé l'histoire, les investissements de la Turquie, sa place de premier investisseur, de sixième client, de septième fournisseur. Mais disons, ça n'a pas, je crois, pu aller au-delà, puisqu'on apprend que l'Algérie, dans la foulée même du voyage, du passage de M. Erdogan, a demandé carrément le retrait de toutes les troupes étrangères de Libye. Ce qui inclut bien évidemment les troupes étrangères, ça inclut donc les troupes, les mercenaires qui sont envoyés par les Turcs. Ça c'est le volet excellence de la Turquie. Donc la Turquie, il a cette ambition. Et les Émirats arabes unis qui prend le devant de la Syrie. Ça c'est autre chose. Voilà. Alors les Émirats arabes unis, eux, il y a de l'activisme, je pense qu'ils sont pris d'un syndrome à la Qatari. Et je pense qu'ils jouent en réalité, les Émirats arabes unis jouent leur rôle finalement depuis... ils sont omniprésents désormais dans le monde arabe et même au-delà. Et finalement, les Émirats arabes unis semblent être désormais devenus le fondé de pouvoir de l'Arabie saoudite, avec une ambition planétaire quasiment, donc qui s'étend notamment au continent africain. Alors on note que leur rôle finalement, c'est un petit peu d'être... les Émirats arabes unis, ils jouent un peu, ils essaient de synchroniser comme médiateurs de toutes les situations de crise, en réalité, y compris notamment en Afrique du Nord, et notamment dans le cadre de ce nouvel épisode, on n'ose plus dire des printemps arabes, mais de révolution après la révolution, quoi. C'est-à-dire, je pense à la situation au Soudan, en Algérie, voire en Tunisie, en Mauritanie certainement, et donc finalement, ils essaient de s'instaurer comme des médiateurs de tous azimuts, et
mais en fait en préconisant, non pas en soutenant, disons, les soulèvements contre les gouvernements comme le faisaient les deux camps incriminés des frères musulmans et les wahhabites depuis 2011, mais finalement au contraire ils sont un petit peu repentis et ils pratiquent l'étouffement démocratique, c'est-à-dire il s'agit en fait d'empêcher que les manifestations deviennent violentes, et comme elles réclament souvent la chute, disons le départ des régimes en place, eh bien il faut éviter cette chute-là pour préserver, souvent établir des régimes forts qui préserveront les États. Ils se sont aperçus un petit peu tard que finalement la grande victime de tout ceci, c'était les États arabes qui étaient démolis les uns après les autres et qui étaient menacés dans leurs structures, dans leurs armées, dans leurs institutions, et que c'était pas très très bon, et que pour les Arabes c'était une situation désastreuse. Ce qui m'amène, Excellence, à la question principale. Oui. Avec un constat. Donc, parlons des Émirats arabes unis. C'est un pays qui a même pas un siècle, 70 ans, en gros. Donc, voilà. Donc, c'est un État qui vient de naître, avec ses avantages comme avec ses inconvénients, bien entendu. La Turquie, qui est un pays qui a déjà des problèmes au niveau interne, mais aussi qui a des moyens limités, et ces deux pays, d'après comme vous l'avez bien expliqué, voient grand plus qu'ils devront le voir, hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a une vision qui dépasse largement la limite de leur vue. Et les observateurs ont bien pu constater comme quoi tout simplement cette façon de faire ne correspond guère avec les atouts structurels et conjoncturels de ces deux pays. Donc, la question qui se pose, ces gens-là ont-ils une mission par rapport à d'autres puissances, par rapport à un nouveau ordre mondial, par rapport et en faisant passer sur la base, comme vous l'avez dit au départ, l'argument de taille, c'est la religion. Ce sont deux pays musulmans, deux pays sunnites, qu'on soit clair. Et ces deux pays sunnites, ils sont en train de s'agiter dans le monde musulman, et notamment le nord de l'Afrique, et bien sûr et le Moyen-Orient, sur une base, soit une présence militaire, soit une présence économique, et aussi anéantir toute révolution pour changer les régimes qui sont là actuellement. Est-ce que ces gens-là ont-ils un agenda? Je pense que en réalité, les Émirats arabes unis ont une ambition, d'une diplomatie planétaire, comme ont eu le rêve, comme en ont eu le rêve les Qataris il y a quelques années, avant de se désister finalement. Mais je pense que pour les Émirats, je pense qu'ils sont mandatés un petit peu par l'Arabie Saoudite, c'est clair, quoi, parce que l'Arabie Saoudite a des ennuis internes, des ennuis dans sa guerre au Yémen, j'allais dire les casseroles qu'a le pouvoir saoudien face à la communauté internationale, je pense à l'affaire Khashoggi, et puis à toutes ces réformes un petit peu des fois loufoques qui ont lieu en Arabie Saoudite, la pression qui lui est mise par l'Amérique, etc. Je pense que le MBS, comme on dit, Mohammed Ben Salman, donc a quand même essaie d'avoir un profil un peu bas, de ne pas faire trop d'aventurisme. Mais il soutient certainement, et il a pour ainsi dire mandaté, je pense, les Émirats arabes unis, qui étaient très discrets jusqu'à une époque très récente, mais il les a mandatés pour faire le travail à la place de l'Arabie. Je pense que c'est ça le mandatement. Alors, je pense que comme point commun également, il y a la volonté de l'Arabie Saoudite, mais tous les pays du Golfe, y compris les Émirats arabes unis, notamment d'obtenir, de parvenir à une normalisation globale entre tous les pays arabes, tous les États arabes du Maghreb au Machrek, avec Israël. Ça, je pense que c'est une espèce d'idée fixe, et ils en rajoutent un petit peu. Et donc pour les Émirats, il y a ça. Alors, je crois qu'il s'agit d'obtenir pour les Émirats, de pousser les pays où ils interviennent, qu'il s'agisse du Maroc, qu'il s'agisse de la Mauritanie, qu'il s'agisse de l'Algérie, qu'il s'agisse de la Libye et du Soudan, ou partout où ils sont présents, eh bien, d'obtenir, de parvenir à pousser ces pays à normaliser leurs relations avec Israël et d'établir une ambassade, de préférence même à Jérusalem plutôt qu'à Tel Aviv. Donc c'est pourquoi il y a une bénédiction américaine dans les... Avec la bénédiction américaine, bien sûr. Parce que quand même, tous les États, s'agissant de l'Arabie Saoudite et des Émirats arabes unis,
comme le Qatar, sont des grands amis des États-Unis et de l'Occident. Et donc, il s'agit de se faire bien voir. Et pour se faire bien voir des États-Unis et de l'Occident en général, mais des États-Unis d'abord, il s'agit de normaliser leur relation avec Israël. Ça, je crois que c'est le. Ce n'est pas le cas pour la Turquie, Excellence. Non, c'est pas pour la Turquie, c'est un peu plus ambigu parce que la Turquie, bien sûr, est la deuxième armée de l'OTAN, c'est un fidèle allié jusqu'à une date récente des États-Unis, mais les relations se sont gâtées quand même beaucoup dans la période récente. Et moi, je ne saurais dire les ambitions néo-ottomanes, ça, je crois que les Américains s'en fichent, mais ils le laissent faire. Mais néanmoins, il y a eu plusieurs choses, disons, le fait que le Erdogan cède aux sirènes de la Russie. Par exemple, il y a des relations privilégiées désormais entre la Russie, qui sont un peu paradoxales, mais entre la Russie et la Turquie, et donc ça ne plaît pas, ça entraîne une détérioration plus ou moins de l'atmosphère entre les autorités américaines, les États-Unis, et puis la Turquie. Alors, je pense qu'au contraire, la Turquie, donc au contraire des Émirats, c'est l'une de leurs oppositions. La Turquie brigue, je dirais, la direction de l'islam sunnite, mais ça, donc, elle est en compétition avec l'Arabie Saoudite. Ça, il ne peut pas y avoir deux. Et donc, d'autre part, le leadership de l'islam tout court. Donc, mais il n'y a pas de heurts avec l'Iran. Mais néanmoins, ça, c'est l'ambition de la Turquie. Et d'où une opposition frontale au sujet d'un problème bien particulier qui est un problème d'actualité, qui est l'affaire du siècle, la transaction du siècle, c'est-à-dire l'accord Trump-Netanyahou, disons, pour liquider la question palestinienne. Ça, je crois qu'il y a une opposition flagrante entre la Turquie et puis l'Arabie Saoudite. Donc la Turquie, qui n'a pas besoin de normaliser la relation avec Israël, puisqu'elle en a de bonnes depuis fort longtemps, donc c'est un peu hypocrite, mais il se pose en défenseur de l'islam et en champion, disons du coup, en champion de l'islam, alors que les Émirats arabes unis font un peu figure de lièvre de l'Arabie Saoudite, quoi, c'est ça. Donc c'est une suite arithmétique quelque part. Oui, c'est ça, mais il y a une logique, hein. Alors, donc je pense, on dit par exemple que ce sont les Émirats qui ont patronné, qui auraient préparé la réunion entre El Burhan, le nouveau président soudanais, l'homme fort du régime soudanais actuellement, au Soudan, et puis Netanyahou, hein, puisque c'est un grand scoop quand même, en fait, de ces jours-ci, la normalisation avec Israël. Ça, c'est quand même quelque chose de tout à fait imprévu, si peu de temps après la chute de El-Béchir, pour un gouvernement qui est quand même l'héritier du gouvernement d'El-Béchir, on a beau dire ce qu'on voudra. Donc c'est des fourmis ouvrières, hein, quelque part, les deux pays, chacun par rapport à un clan, si j'ai bien compris un petit peu. Ils ont un plan, bien, c'est pas au hasard, absolument pas. Alors donc les Émirats d'un côté, qui sont omniprésents, par exemple, qui sont très présents, je crois au Maroc, il y a des relations tendues et un petit peu, je crois, je ne vais pas me mêler des affaires marocaines, mais je pense que le Maroc est un peu agacé par les menées de l'activisme des Émirats. Tout le monde a suivi l'affaire de la mosquée d'Ivry, hein, donc la mosquée marocaine. Oui, c'est ça, oui, ce que j'allais dire, hein. C'est ça, c'est le grand sujet de rancune, je pense, du Maroc, le grief du Maroc contre les Émirats, qui ont bel et bien essayé d'éjecter le Maroc du contrôle des mosquées marocaines et du contrôle des mosquées en France, globalement, suite à l'affaire de la mosquée d'Ivry. Avec l'implication de certains Marocains quand même, hein. Oui, c'est ça, bien sûr. Parce que aussi, le Maroc est donc agacé, mais enfin, en même temps, les Émirats s'accrochent. Et je crois que le Maroc est également un petit peu agacé et très susceptible en ce qui concerne l'omniprésence des Émirats et leur vibrionnisme au sujet de la Mauritanie, quand nous évoquions dans une conversation téléphonique il y a quelques jours. Hein. Bon, c'est vrai que, notamment, il y a parmi tous les positions qu'ont réussi à acquérir les Émirats en Mauritanie,
Je pense qu'il y a cette aide de 2 milliards de dollars qui a été accordée par les Émirats à la Mauritanie suite à l'élection du nouveau président Raznaoui, le nouveau président mauritanien. Et donc finalement, ces 2 milliards, ça représente quand même quelque chose de considérable. C'est 40% du produit intérieur brut mauritanien. Alors donc, c'est pour des investissements et le renforcement de l'armée mauritanienne, hein, dit-on. Hein. Vous ne croyez pas que c'est un netto envers le Maroc, cette affaire? Je pense que ça doit agacer le Maroc, la présence cette présence insistante et cette infiltration des Émirats arabes unis aux Mauritanie. Vous connaissez mieux que moi les sensibilités du Maroc vis-à-vis de la Mauritanie, et donc je pense que ça doit agacer suprêmement le Maroc. Je pense le roi Mohamed VI j'en m'a fait de confidence, il n'y a aucun officiel marocain à ce sujet, mais moi je devine quand même. J'étais en poste en Mauritanie justement, et bon, c'est vrai que la Mauritanie, il y avait tel ou tel, il y avait un syndrome un petit peu il y avait à peu près le même syndrome qu'entre le Liban et la Syrie, hein, c'est-à-dire que il y a un peu de l'histoire. Vous connaissez l'histoire mieux que moi, Excellence. Je connais l'histoire. C'est le grand Maroc, disons jusqu'au fleuve Sénégal, quoi, c'est ça. Et donc globalement, ça explique pour le Sahara, mais également ça explique pour la Mauritanie globalement. La Mauritanie a été reconnue qu'assez tard par le Maroc. Et je crois qu'actuellement, ça n'empêche pas qu'il y a des relations privilégiées entre les deux pays. Lié à l'histoire, et que finalement toute intrusion d'un État lointain comme les Émirats arabes unis, fût-il musulman et même militant musulman, ça ne peut qu'agacer les autorités marocaines, je pense. Hein. Là, juste pour information, parce qu'il y a des concordances par rapport à tout ce qu'on a dit au départ, Excellence, jusqu'à maintenant. Oui. Et il y a un fond qu'on appelle avant tout, c'est un fond religieux. D'accord. Oui, bien dans sûr. tout ça, il y a un fond religieux. S'explique par rapport à cette histoire émirati et sa présence accrue maintenant en Mauritanie, et s'explique quelque part par aussi à la tête du Grand Conseil musulman en Émirats arabes unis, il y a un Mauritanien, Cheikh Ben Bia. Ça se comprend que ce monsieur, bien entendu, pense à son pays d'origine pour amener de l'investissement dans son pays. Mais néanmoins, ce monsieur défend aussi, et c'est sur cette base-là que vous avez évoqué et que nous avons évoqué depuis un certain temps, cet agacement du Maroc par rapport à cette présence, bien sûr, émirati sur le champ religieux musulman, notamment marocain en France. Il y a cette présence venant de ce conseil, venant d'un certain nombre aussi d'agents marocains qui s'appellent M. Mohamed El Bchari, qui devient un membre influent dans ce conseil, le conseil des minorités musulmanes, en tant que secrétaire général. Donc, il y a de l'animosité. Selon vous, Excellence, tous ces éléments-là rendent-ils aussi, bien entendu, dans un cadre de créer la zizanie dans les pays où, notamment le cas du Maroc, qui a pu s'en sortir de ce premier printemps arabe et que la monarchie reste encore en place et qui essaie de garder l'équilibre dans ce pays, ou bien, d'une manière directe, c'est une volonté délibérée pour déstabiliser le royaume? Non, je pense pas. Je pense que les Émirats dorénavant, ils l'ont fait. Hein. Ils ont joué un rôle très très actif dans tout à côté de l'Arabie Saoudite, du Qatar, de la Turquie, dans toute la déstabilisation de tous les États arabes, dans la première vague des printemps arabes. Hein. Depuis 2010-2011, ça a été les champions. Mais si la Turquie a encore toujours un peu ce rôle-là, a beaucoup ce rôle-là, par exemple en Syrie, en Libye, les Émirats ne l'ont plus. Je pense qu'ils sont revenus, je dirais, comme je le disais au départ. Je crois qu'ils jouent ils ont un rôle pour la technique de l'étouffement démocratique des revendications populaires, disons, ou soi-disant revendications populaires, que ce soit en Algérie, que ce soit au Soudan, que ce soit en Libye ou ailleurs finalement, et ils jouent ce rôle-là. Et en fait, ils veillent à étouffer ces revendications-là, c'est de moins ceux dont on les accuse, dont certains les accusent, de façon à préserver, à ce que les États ne soient pas cassés.
parce que les Émirats se sont aperçus, peut-être que l'Arabie Saoudite aussi, qui n'était pas à l'abri de la destruction et du démantèlement, et donc ils en sont aperçus un peu tard, mais vaut mieux tard que jamais. Et donc je crois que le rôle des Émirats, c'est de faire semblant en fait d'aider de pousser, disons, dans le sens des aspirations populaires et des revendications populaires, tout en finalement en essayant de canaliser ces mouvements, disons, de néo-révolution, si on veut, donc des guerres plus ou moins, enfin, je sais pas, imprévues. Et donc de façon à préserver l'État ou du moins le diriger vers le maintien ou l'établissement d'un régime fort. Alors un régime militaire, ça leur déplaît pas, ou un régime qui soit fort. Je ne crois pas que la volonté des Émirats, au fond leur arrière-pensée, soit réellement de démolir, de casser les États qui ne l'ont pas été lors de tous ces épisodes malheureux depuis 2010, mais au contraire de les préserver, ou alors d'empêcher qu'ils sombrent à leur tour dans le chaos, comme on a pu le craindre pour des pays comme le Soudan, comme l'Algérie, comme d'autres, hein, comme on le voit même au Liban, dans le Machrek, etc. Donc je pense que ça n'est pas, je crois que le Maroc, de ce point de vue-là, je pense n'a rien à faire. D'abord, le Maroc c'est un grand pays. Les Émirats Arabes Unis sont quand même un petit pays un peu fantasmatique, un peu fantasmagorique, c'est-à-dire qui a plus de résidents étrangers que de nationaux. C'est un peu un Qatar en sensiblement plus grand. Oui, mais justement, Excellence, justement, c'est là la question principale, parce que là, on donne beaucoup de crédit à ces pays. Donc, on sait pertinemment comme quoi ces pays, sur l'histoire, il le dit, ce n'est pas nous qui le disent, hein, donc c'est l'histoire qui le dit, ces pays sont récents et ils n'ont pas la capacité d'y aller loin de leurs frontières. Alors, je reviens toujours à la charge. Est-ce que les puissances qui dirigent ces deux pays ont intérêt que les régimes sur place soient affaiblis, mais qui restent sur place? Oh, je ne pense pas qu'ils ont intérêt à ce que les régimes forcément soient. Ça dépend des pays en fait. Hein. On voit bien que il y a eu un rôle disons ceux qui ont guidé finalement, parrainé, guidé, soutenu et financé que toutes les opérations de chaos, de désordre, de démantèlement, notamment en Syrie, en Irak, au Yémen, etc. Ça a été inspiré et soutenu par la Libye, bien évidemment. Ça a été soutenu par les pays occidentaux et par l'Amérique notamment en premier. Et en sous-main par Israël, le tout, finalement, les beaux yeux d'Israël comptent beaucoup. Hein, c'est non pas une question d'esthétique, mais il y a une question, je pense que le principe premier qui guide toute la politique américaine, c'est que ça soit favorable à Israël, de maintenir le statut d'Israël face à tout le monde musulman et au monde arabe notamment, d'en faire qu'il reste la puissance numéro 1 dans toute cette vaste zone, quoi. Mais en tout cas, Excellence, il l'est par définition. Donc, on voit l'arsenal nucléaire israélien, la puissance politique aussi, tout le monde le sait. Ah oui, mais disons, ça va pas. Disons, c'est vrai qu'ils sont quand même un peu menacés. Il faut voir à long terme. Hein. Certes, ils ont le patronage de l'Amérique sur Jérusalem, l'annexion du Golan, maintenant l'affaire du siècle, donc l'annexion des colonies, au fond l'enterrement pur et simple de la solution de la question palestinienne à deux États, l'ensevelissement des droits des Palestiniens définitifs. Mais il n'y a rien qui est définitif, justement. Les faits accomplis, comme je dis toujours, tant qu'ils ne sont pas admis et acceptés par leurs victimes, eh bien, ils n'existent pas. Il n'y a rien d'accompli du tout. Or, c'est vrai que Israël se heurte quand même à une hostilité, comme l'Amérique d'ailleurs, hein, les deux pays se heurtent à une hostilité croissante, je dirais, dans l'ensemble du monde arabe et du monde musulman. Ça, moi, je crois, globalement. Alors, les gouvernements, il y en a qui maintiennent des apparences, mais du point de vue des populations, des opinions publiques, comme on dit
dit en Occident un peu dédaigneusement des rues arabes ou des rues musulmanes. Enfin, en fait, ce sont des opinions publiques. Je pense que ça ne fait pas de doute. Ils ne sont pas, ni Israël, ni les États-Unis ne sont perçus comme des pays amis. Est-ce qu'on On peut peut faire dire, Excellence, avec cette appellation, j'aimerais bien avoir votre avis, peut-on dire que la Turquie et les Émirats arabes unis, État agent? Ah ben, ce sont pas des agents, disons. La Turquie, je ne sais pas au fond, elle joue ses cartes propres parce qu'elle veut s'imposer comme grande puissance, donc elle rappelle les réminiscences de grandeur du passé. Les Émirats arabes unis, je pense qu'il faut tout ça avec la bénédiction de l'Occident. Et je pense que la diplomatie planétaire des Émirats arabes unis, qui est une diplomatie comme était jadis la diplomatie à la Qatari, qui est fondée sur beaucoup d'argent, son interventionnisme fébrile, je pense qu'il a la bénédiction, il a des ramifications, c'est pas seulement vis-à-vis du monde arabe et ou du monde musulman, il s'agit, c'est tous azimuts, notamment vis-à-vis de l'Occident. Je pense qu'il y a des accords de défense, des accords stratégiques avec la France, avec les pays occidentaux, etc., etc. Les Émirats arabes unis ne sont pas seuls, mais c'est bien ça, il y a des relations privilégiées avec les États occidentaux, et donc tout ce que font les Émirats, ça a la bénédiction de l'Occident. Je crois que ça fait partie du statut international que cherchent à se donner les Émiratis, alors qu'ils ne l'ont pas encore, et que, encore une fois, jusqu'à une date récente, qu'on peut situer jusqu'à 2018-2019, ils avaient un rôle extrêmement effacé et qui n'apparaissait pas vraiment au premier plan. Mais néanmoins, comme les Saoudiens ayant eu des ennuis, et par exemple dans la guerre du Yémen, eh bien les Émirats ont un peu pris le relais. Et on voit les Émirats prendre le relais à la place de l'Arabie Saoudite, notamment dans tous les pays depuis l'Égypte jusqu'à essayer alors en Égypte, ils n'ont pas beaucoup de succès, je ne pense pas. Les Turcs ont essayé, c'est pas la vie qui leur en manque, mais ils se heurtent quand même à quelque chose, une forte résistance. Mais à partir de la Libye et tous les autres pays du Grand Maghreb, y compris jusqu'à la Mauritanie, même au Soudan, ça finalement, il y a encore des cartes à jouer. Et les Émirats les ont jouées, hein, la carte de l'Arabie Saoudite, et la carte finalement du wahhabisme, les Émirats arabes unis l'ont jouée. Alors je pense qu'ils sont des agents, mais enfin ils sont des fondés de pouvoir de l'Arabie et des autres pays du Golfe, du Conseil de coopération du Golfe, face à tous leurs ennemis supposés. Mais ils sont également, si on veut, pour l'Occident, oui, on peut les appeler des agents. C'est très péjoratif, mais il y a quand même un peu de ça. C'est vrai que ce sont un peu des agents de l'Occident, notamment dans la mesure où ils souhaitent à tout prix que tous les pays, y compris en Afrique, notamment en Afrique du Nord, eh bien, reconnaissent l'État d'Israël, et finalement, ça veut dire c'est un signe de soumission, quoi, à tous les desiderata des Occidentaux. Et vous croyez que l'État d'Israël a besoin des Émirats arabes unis pour faire ce job? Oui, parce que faut voir qu'ils sont contents, hein, les Émirats arabes unis, quand il y a, par exemple, lorsqu'il y avait par exemple la signature la signature de l'accord du Sud, il y avait été présent dans la cérémonie, il y avait notamment le Bahreïn, il y avait les Émirats, et il y avait un troisième pays du Golfe, hein. Et donc c'était une caution donnée. Il y a une espèce de surenchère et de course. J'ai vu Israël le premier, c'est moi qui l'aime le plus, ce qui est tout à fait intéressante, hein. Vraiment, quand je dis c'est intéressant, je pense que décidément tout ce qui se passe depuis 10 ou 11 ans, depuis une dizaine d'années, depuis 2010-2011, c'est vraiment, comme le disent certains auteurs, enfin, je partage assez cette opinion-là, que c'est vraiment la pire des catastrophes qui pouvait arriver à la fois aux pays arabes et aux Arabes et aux musulmans, je dirais globalement. Ça, c'est vraiment une catastrophe qui n'est pas liée, disons, à la religion elle-même, à l'instrumentalisation de la religion par tous ces forces barbares qui ont opéré depuis maintenant 10 ans pour casser toute la réalité pour des ambitions qui sont les leurs, celles des mouvements islamistes radicaux et des djihadistes, des terroristes, et aussi les ambitions des pays atlantiques, quoi, de l'Amérique et de ses alliés. Une dernière question, si vous le permettez, Excellence, elle est de l'ordre national, donc ici en France. Vous avez entendu, comme tout le monde, comme Rassemblement national a eu des fonds venant d'une manière directe ou indirecte des Émirats arabes unis. Selon vous, si c'est le cas, selon vous, quel est l'objectif principal que les Émirats arabes unis agissent
ici en France et dans ce sens, c'est-à-dire de financer le parti du Front National, le parti de Madame Marine Le Pen? Vous savez, il y a une certaine tradition de pas mal d'un certain nombre de pays et de régimes en place qui ne sont plus là, de financer les élections dans les pays occidentaux. Hein. Alors, je crois que ça ne chagrine personne quand ça se passe. C'est après quand ça tourne mal et quand c'est révélé, c'est là que du coup, on voit tous ceux qui en ont profité pousser des hauts cris de vertu outragés. Mais néanmoins, c'est déjà arrivé. On a bien vu avec, je pense, Sarkozy et les affaires libyennes, par exemple, hein, et on le voit bien, on le verra, disons, s'il y avait des histoires de financement, par exemple, ça, je crois que, je sais pas, les Émirats Arabes Unis ne perçoivent peut-être pas très très bien ça, parce qu'aux États, dans les États du Golfe, et dans les Émirats Arabes Unis notamment, ou en Arabie Saoudite, finalement, un gouvernement fait ce qu'il veut, absolument. Enfin, disons, il y a des sujets qui ne sont pas des sujets sensibles. Hein. Par contre, ces sujets de financement, ça fait plaisir aux Occidentaux d'avoir des sujets sur lesquels ils peuvent se scandaliser à bon marché, tout en les tolérant tant qu'ils ne le savent pas, quoi. Donc, morale de l'histoire, quoi qu'il arrive, donc c'est une porte ouverte depuis toujours, cette histoire de financement en étrangère par rapport à telle ou telle élection. Donc, mais ce qui est intriguant, c'est que simplement on parle d'un parti politique qui est contre les musulmans et eux qui disent comme quoi ils défendent l'islam. Oui, mais si vous voulez, il est vrai que dans l'horizon, la scène politique française interne, comme vous le savez peut-être, quand même les positions de tous les partis politiques, quels qu'ils soient, ont tous été extrêmement discutables vis-à-vis de tous les événements qui ont eu lieu depuis disons 2010, depuis 2011. Mais à l'exception du Front National qui a toujours une position nette et qu'on peut trouver juste. Mais moi je n'y crois pas, elle n'est pas si nette, elle est peut-être nette et juste, enfin elle va de pair avec des positions vis-à-vis de l'islam globalement, de l'immigration, que je trouve, de mon point de vue, pour ma part, répugnante. Mais bon, disons, il n'empêche que c'est vrai que sur les questions vues sous l'angle international, les positions du front puis du Rassemblement national, ont souvent été ce rassemblement national a souvent été le seul parti conséquent, ayant des forces, des militants et des électeurs, à disons avoir une position qui soit honorable et correcte. La Syrie, par exemple, qui a quand même été, je pense, une halte, un point de non-retour dans les mouvements des révolutions arabes. Hein. Il n'y aura plus jamais on n'appelle plus ça des printemps arabes, il n'y en aura plus jamais, hein, parce qu'on voit que c'est trop calamiteux. Et donc c'est en Syrie, la Syrie, elle est pas vaincue, elle est détruite en partie, elle a beaucoup souffert, elle souffre toujours de guerres invisibles qui sont toujours maintenues par les États-Unis et leurs alliés, mais globalement, disons, elle n'est pas vaincue. Mais donc l'attitude des gouvernements envers la Syrie a toujours été est emblématique finalement de leur position générale vis-à-vis de tout cet épisode de la vie internationale, quoi. Excellence, merci infiniment de cet éclairage fort intéressant et surtout par rapport à cette offensive, hein, donc c'est une offensive de taille entre les Turquie et Émirats Arabes Unis et leur rôle à jouer soit sur des envies personnelles, soit sur bien sûr un travail pour autres États. Je vous dis à très bientôt, Excellence. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de parler avec vous. Écoutez, c'est réciproque. C'est réciproque, Excellence, et sachez-le, c'est un grand plaisir d'avoir des amis et d'avoir des gens éclairés qui donnent leur opinion pour que l'opinion publique puisse comprendre de quoi il s'agit. Nous vivons une période trouble, hein, donc il faut que tout le monde le sache. Et l'éclairage, il est comme une lumière qui permettra aux uns aux autres de comprendre. Comme il a dit, je crois, le proverbe célèbre, il faut mourir un jour, mais il ne faut pas mourir. Pas mourir idiot, oui, c'est ça, oui, c'est vrai, oui, vous avez raison. Et je crois qu'il y a plein de gens il y a plein de gens qui veulent tellement qui veulent ne pas comprendre. C'est pas qu'ils ne veulent pas comprendre, mais qu'ils veulent ne pas comprendre. Alors, je pense qu'ils meurent idiots. Tôt ou tard, mais ils meurent idiots. Peu importe, au bout de 6 mois, au bout de 20 ans, c'est la même solution. C'est la mission dans le même état.
Merci, de mort Excellence. cérébrale, comme on dit. Merci, Excellence. Allez. À très bientôt. À très bientôt. Allez, à bientôt. Au revoir, au revoir. À bientôt. Merci. Merci. Arc-en-ciel. Avec Abdilatif. L'info libre et crédible.